Bonjour, on commence. Donc là, je vais vous faire le cours pour lequel je suis désolé, il y a eu un problème la semaine dernière parce que je me suis trompé d'horaire, je suis arrivé à 1h30 après. J'ai confondu la fin du cours et le début du cours. Ouais, moi, je vous prie de m'excuser. Donc là, je vais vous faire le cours sur la douleur, plus une partie du cours sur l'inflammation, sur les corticoïdes. Il manquera mais il y a, en fait, c'est pas trop grave parce que l'inflammation, dans l'U3, vous avez aussi un cours sur l'inflammation qui doit être supprimé l'année prochaine, mais cette année, il y a encore une redondance. Donc finalement, on retombe sur nos pieds parce qu'il y avait une redondance entre deux cours. Donc là, je vais vous parler essentiellement de la douleur et un petit peu de l'inflammation. Donc la douleur, pourquoi c'est important d'avoir un cours sur la douleur? Parce que la douleur, c'est un symptôme qui est extrêmement banal, qui est à la fois un signe d'alerte, donc qui va permettre de faire le diagnostic pour un certain nombre de pathologies. C'est la plainte la plus fréquente quand les patients viennent voir un médecin, c'est-à-dire ils viennent parce qu'ils disent j'ai mal, et c'est parce qu'ils disent j'ai mal qu'on va les examiner, qu'on va faire des examens complémentaires, qu'on va essayer de retrouver l'origine de leur douleur. Donc c'est à la fois un symptôme qui va permettre d'orienter vers un diagnostic, mais c'est aussi un symptôme qu'il faut traiter par lui-même, car maintenant, je vais essayer de vous montrer dans le cours ensuite, on a des traitements qui sont efficaces contre la douleur et il n'est pas nécessaire de laisser les patients souffrir. Donc la douleur, c'est quelque chose qui est difficile à la fois que tout le monde connaît parce que tout le monde l'a ressenti à un moment ou à un autre, mais en même temps qui est parfois difficile à définir. Donc la définition de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, subjective. Subjective parce que avec la même stimulation douloureuse, deux personnes différentes ne vont pas forcément ressentir la douleur de la même façon. Et une même personne ne va pas forcément ressortir cette douleur de la même façon en fonction de son environnement, de ce qu'elle a vécu au même moment que la douleur, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, subjective, désagréable, transmise par le système nerveux. On distingue, et c'est une distinction qui... il y a une continuité malgré tout, la douleur aiguë et la douleur chronique. Alors sur la physiologie de la douleur, maintenant, je pense que vous avez déjà eu des cours en physiologie sur la douleur, je ne sais pas, j'imagine. Donc ça, c'est juste un rappel extrêmement bref. Donc les stimuli agogènes, la douleur prend naissance à l'occasion d'une stimulation qui peut être extrêmement variable, elle peut être mécanique, elle peut être thermique, elle peut être chimique au niveau de nocicepteurs, mais il n'y a pas des récepteurs qui sont spécifiques de la douleur. C'est des récepteurs qui peuvent servir à autre chose. C'est pour ça que c'est nocicepteurs, c'est le mot émis entre guillemets, qui sont ensuite connectés à des fibres nerveuses amyléniques caractérisées par une vitesse de conduction lente, les fibres A delta et C. Les substances algogènes, endogènes qui sont libérées par des lésions tissulaires peuvent être de différentes sortes. Ça peut être l'histamine, la sérotonine, des ions H+, des prostaglandines qui vont combiner leurs effets à ceux des substances algogènes pour renforcer leur action. Et c'est tout ça qui va provoquer la douleur. Ça, je peux continuer ? Donc on distingue aussi la douleur nociceptive, qui est générée par stimulation d'un récepteur, de la douleur neurogène, qui est générée par le nerf lui-même et non par un récepteur spécifique. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une neuropathie. L'exemple qu'on a le plus typique, c'est par exemple les patients qui sont amputés et qui peuvent avoir donc, un membre fantôme et des douleurs au niveau de ce membre fantôme. Donc il n'y a pas de stimulation liée à une stimulation d'un récepteur, mais il y a une atteinte nerveuse qui crée une douleur. Et puis la douleur psychogène, qui est ressentie, mais qui est réellement ressentie par l'individu.
mais en l'absence de lésion. Et donc ces 3 types de douleurs vont répondre à 3 types de traitements différents. Là, c'est le circuit, mais ça, vous l'avez vu en physiologie. C'est peut-être pas la peine que je m'y attarde. Je vous laisse la diapo, ça vous permet de... Vous l'avez pas vu? Non? Vous voyez bien sur la diapo? Non, elle est nulle, cette diapo. Attendez, je crois que j'en ai une autre après qui est mieux. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette diapo, c'est qu'il y a plusieurs types de fibres qui conduisent le signal douloureux, les fibres A bêta, A delta et C, avec des vitesses de conduction qui sont variables en fonction du type de fibres concernées, chacune ayant des spécificités, mais ce n'est pas des spécificités qui sont extrêmement tranchées, mais des spécificités en termes de nocicepteurs. Les fibres A bêta, c'est plutôt la proprioréception et le toucher léger. Les fibres A delta, c'est plutôt tout ce qui est lié à la température, stimulation mécanique et température. Et les fibres C, c'est lié à tout ce qui est stimulation mécanique, thermique et chimique. Donc en fonction du type de stimulus, ça va passer par des fibres différentes et avec des vitesses de conduction différentes. Ensuite, le circuit. Le circuit, donc, ça va passer par les fibres périphériques. Attends, j'ai pas de flèche là, mais pardon? La souris, ouais, vous avez raison. Donc, les fibres périphériques ici. Ici, il y a le noyau du nerf, et ensuite ça va remonter ici jusqu'au cerveau. Et donc, on peut traiter soit des médicaments qui vont agir au niveau cérébral ici, soit au niveau de la moelle épinière ici. Donc, il y a différents types de médicaments qui vont agir soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Ça, on va passer. Je vais passer aussi parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire tout ça. Et je vais passer directement à la classification des antalgiques. Donc, les antalgiques, on distingue les antalgiques centraux et périphériques, ce que je vous disais précédemment. C'est une première façon de les classer. Une deuxième façon de les classer, c'est entre morphiniques et non morphiniques. Et une troisième façon de les classer, c'est en fonction de leur activité forte ou faible. D'accord? Et cette classification forte ou faible, elle est importante parce qu'en fonction du niveau de douleur estimé, on ne va pas utiliser les mêmes antalgiques. Donc, la première chose quand on voit un patient douloureux, c'est d'arriver à évaluer sa douleur. Alors, il existe plusieurs façons de mesurer la douleur d'un patient. Il y a des méthodes objectives de mesurer la douleur d'un patient avec des échelles. Donc l'échelle la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique. Vous avez déjà vu des échelles visuelles analogiques ou pas? Tous. Donc c'est des réglettes qui vont de 1 à 10. Et donc on demande au patient d'estimer son niveau de douleur. Donc 0, il a pas mal, 10, il a très mal. Et donc il estime, ce qui permet d'évaluer pour un patient donné, mais aussi de mesurer l'efficacité de la prise en charge antalgique, c'est-à-dire qu'après on peut voir si effectivement il y a une diminution de la douleur liée au traitement. Donc ça c'est extrêmement important, c'est d'utiliser cette échelle visuelle analogique. La difficulté de l'utilisation de cette échelle, c'est chez les enfants, puisque chez les enfants, ils ne peuvent pas utiliser cette échelle, ils sont trop petits. Donc il y a d'autres échelles. Par exemple, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle Evandol. Vous
n'avez pas besoin de connaître tous les items de cette échelle, mais juste connaître le nom de cette échelle. Mais il y en a d'autres et qui permettent là aussi d'estimer la douleur de l'enfant, donc sur le fait qu'il pleure ou qu'il pleure pas, qu'il ait le front plissé, qu'il s'agit, qu'il se raidit, qu'il ait une habituelle, etc., etc. Et donc c'est des échelles qui sont elles aussi, en particulier, extrêmement reproductibles pour un enfant donné et qu'il faut utiliser. Donc maintenant, il y a pratiquement des échelles, pas celui du cours, mais qui sont adaptées à toutes les situations. Les patients qui peuvent communiquer, les patients qui ne peuvent pas communiquer, les enfants, les adultes. Et donc c'est très important, avant de traiter un patient, de pouvoir estimer sa douleur avec ces échelles. Donc ça, c'est l'échelle Evandol pour les enfants. Là, c'est l'échelle justement l'EVA pour les adultes. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait être dans toutes les poches des médecins, des étudiants, de tout le monde, d'avoir cette échelle pour estimer la douleur des patients. Pour commencer dans les traitements de la douleur, il faut voir qu'on va parler des médicaments, mais il n'y a pas que les médicaments qui sont efficaces dans le traitement de la douleur. Par exemple, là, c'est un exemple avec l'utilisation, ça c'est les enfants, c'est des nouveau-nés, l'utilisation, par exemple, s'il vous plaît, je ne sais pas qui, d'eau sucrée pacifieur, c'est les tétines. Donc vous voyez le niveau de douleur au moment d'une ponction veineuse. Donc là, c'est une étude qui a été faite, il y a des enfants à qui on va faire une prise de sang et on mesure la douleur, donc avec une échelle qui est de 0 à 10. De 0 à 10, avec pas de traitement, un placebo, de l'eau sucrée, avec du glucose ou du sucrose, une tétine et les deux. Et vous voyez que là, le fait d'utiliser une tétine avec de l'eau sucrée diminue fortement la douleur chez les enfants qui ont une ponction veineuse. Donc, le fait de traiter les enfants avec des moyens qui ne sont pas des moyens médicamenteux peut être aussi extrêmement efficace pour traiter la douleur. Dans les moyens non médicamenteux, il y a la distraction aussi, c'est-à-dire le fait de distraire les patients au moment où il y a un geste douloureux, ça peut aider. Par exemple, pareil en pédiatrie, si on met maintenant par exemple, des iPads dans les urgences, si un enfant regarde Tom le chat sur un iPad, eh bien, vous pourrez plus facilement le prélever sans qu'il ait mal. Donc la distraction fait aussi partie de la prise en charge de la douleur. Ensuite, dans les traitements disponibles, il y a aussi des médicaments, il y a le protoxyde d'azote. Je le mets là parce que c'est intermédiaire entre les médicaments et les traitements précédents. Donc c'est un gaz. Donc c'est ce qu'on appelle une analgésie de surface qui sert pour des douleurs peu importantes. Donc c'est un gaz qu'on fait respirer aux patients, soit des enfants, soit des adultes, qui a un petit effet sédatif, qui est analgésique, et qui agit uniquement pendant l'inhalation, qui n'a pas de dépression respiratoire, qui est un médicament qui est extrêmement sûr. Je vous montre là une photo pour vous montrer comment ça se passe en pratique. Vous voyez ici une petite fille à qui on met ce protoxyde d'azote. Et c'est ce qu'on utilise par exemple pour faire des ponctions veineuses ou pour faire des ponctions lombaires, pour faire des gestes qui sont un petit peu douloureux. On utilise volontiers le protoxyde d'azote. Le nom commercial, c'est le Méopa. Dans la prise en charge de la douleur, vous avez aussi quelque chose qu'on utilise systématiquement chez l'enfant et un peu moins chez l'adulte, c'est la crème EMLA, donc c'est des anesthésiques locaux. Donc par exemple, avant de faire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Et alors? Qu'est-ce que vous en... Ça n'a pas grand intérêt? Pourquoi? Et alors, quelle est votre conclusion? Vous l'avez testé, personnellement? Bon. Et vous, non, ça marche pas. Vous l'avez testé aussi? Bon. C'est pas très scientifique, ça. Donc la crème EMLA, ça a été démontré scientifiquement comme ayant un intérêt justement dans les ponctions veineuses, dans les ponctions artérielles, hein, quand on fait des gaz du sang, par exemple. Donc il faut l'appliquer au moins un quart d'heure avant l'utilisation de la crème EMLA.
Et c'est pareil, c'est des moyens simples